Et c'est parti. Ouais, allez, hop, le générique. Avec Christian Morin à la clarinette. Faut faire ça à la clarinette. Et Charlie Oleg au piano. Voilà. Allez, c'est parti. Quoi ? La fanfare. C'est la fanfare. La fanfare de la kermesse de Pouilly-les-Oies. Dans le grand bouchonnois. Le fameux. Le fameux. Hein, la galette de Il doit y avoir du fromage par là. Never forget. Attention, il y a toujours du fromage quelque part. Et n'oublie pas qu'il y a toujours un repas avec la bidoche du coin, plus l'alcool du coin. Et ça te fait le plat local. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, effectivement. Et ça, que ce soit en France ou en Belgique, c'est pareil. Nous, c'est de la bière, par contre. Bon, saison 9, épisode 3 de Monsieur Série and Friends. Avec, pour m'accompagner ce soir, il y a Elodie. Et bonsoir. Qui n'était pas là pendant un moment, mais qui est de retour. Pour que j'ai de mauvais Elle tours. ose prendre des vacances. Oh, mais oui. Quelle honte. Elle ose faire ça. Quelle honte, quelle indignité. Vacances, non, mais oh. Prends pour qui ? Et Quentin. Bonsoir. Putain, c'est raison. Petit comité, il sera encore plus petit dans 5 secondes quand je t'aurai éjecté pour cet accent immonde. Ça. Un épisode sous le signe de l'homme chauve-souris. Le Batman. Je sais pas faire le générique de la série animée parce que, enfin, de celle qu'on va parler parce qu'il est compliqué. J'ai failli quand même dire, tiens, on pourrait aussi regarder un petit épisode de Batman de 69, ça peut être En vrai, il est trop bien. Surtout si c'est en français. Oui, bah Robin. Un petit côté ridicule en un peu plus. bizarre. Mais non, on vous parlera donc de la série animée de 92. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on enregistre, on est le 25 septembre 2023. Et le 26 septembre 2023, normalement, Netflix va tout balancer sur son réseau. Donc, la série animée, la seule, l'unique, de Bruce Timm, bien entendu, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, c'était l'occasion. Hein, on devait chercher un truc, on s'est dit, tiens, Batman, ça tombe bien, c'était dans la liste. Voilà. Bon, Ouais, comment et ça sera peut-être le allez-vous ? seul épisode où personne n'en dira du mal. Ne lance pas de défi. Non, tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon. Ouais, tout ça, tout le monde est les mignons, effectivement. Et alors, par contre, je ne le faisais pas avant jusque-là, mais n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, même Blue Sky, nous y sommes. Pour la plupart, je crois que tout le monde y est. En tout cas, voilà, vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky, Facebook, Instagram, X. Tant qu'ils n'ont pas fait payant. Retrouvez-nous sur X. Voilà, retrouvez-nous sur X, effectivement, avec Mike Anal, le célèbre, le seul et l'unique. Et puis bon, si jamais vous passez par coffee.com/Monsieur Série, vous pouvez donner une petite piécette et ça nous fait plaisir, quoi. Voilà, c'est tout. Mais il y a aussi des t-shirts. C'est quand même plus sympa. Alors, comment allez-vous ? Ça va. Bah écoute, Tu reviens de j'ai pas le droit vacances, de me... donc tu as eu... Bah oui, j'ai pas le droit de me plaindre en fait. Tu as eu plein de temps pour pouvoir te reposer et regarder des séries, donc tu n'en as pas regardé, c'est connu. Ça marche pas comme ça. Ben je pouvais pas regarder, j'étais en voyage. J'étais en train de boire. Oui, principalement. Le saviez-vous, en Espagne, au restaurant, on ne vous sert pas d'eau, donc c'est pas ma faute. Ah oui. C'est de la faute des Espagnols maintenant. Oui, c'est de la sangria qui coule au robinet, donc c'est pas ma faute. Et non, mais du coup, après cet été, j'en ai profité quand même pour regarder. C'est une façon de dire que t'avais une infection urinaire. J'ai eu la sangria qui coule au robinet.
J'ai une vieille image parce que on a goûté de la sangria qui pétille et du coup c'est très bizarre. Bah, oui, de toute façon, si Faut ça vraiment, pétille aussi. vraiment consulter là quand même. Ah oui, là, Il y Ça aller là. fermente et tout. Ah, donc ça va bien, non? Ça va très donc rien de ton côté parce que voilà, repos. Oh, bah, j'ai quand même bien fini mérité. Animal Kingdom hier soir. Ça compte. Ah bah, oui, ça compte. J'ai effectivement. fini. Maintenant, je suis triste. Parce que c'était ma petite dose de testostérone hebdomadaire. Et maintenant, il n'y a plus. Il y a plus de surfeurs. Voilà. S'il vous plaît, retrouvez-moi une série de surfeurs. Qui font des braquages. Si on peut. Si c'est Pas trop Point demandé. Break, quoi. C'est ça, mais c'est pas une Oui. série, Point Break. Si tu regardes 5 fois dans la journée, c'est Ou déjà si tu regardes Extrême Limite, peut-être. toujours plus loin, plus haut, plus vite. Ah ouais, il y avait bien un surfeur là-dedans à un moment donné. Oui. Il y avait Hein tout là-dedans. C'était comment Pierre Vacances. C'est Ah ouais. bien vacances. Et toi, Quentin? Eh bien moi, écoutez, ça va, merci. Je me suis lancé dans The Continental, moi, qui n'a qu'un épisode maintenant, mais actuellement, qui est donc la série. Et ça n'a rien à voir avec le petit-déj. Très déçu. J'allais y venir. Tu m'as piqué ma vanne. Absolument rien sur le petit déj. Pas de jus d'orange, pas de croissant, rien, nul. Non, écoutez, ça, pour l'instant, alors le pilote fait 1h30, donc c'est un format petit film on a toutes les ambitions en termes de production. On sent qu'il y a du blé, très clairement, même si sont à déplorer beaucoup trop de sang numérique. Mais bon, ça, j'imagine que c'est pour des raisons de coût et de censure. On peut le mettre où on veut, c'est bien plus pratique. Oui. Mais bon, bah, de toute façon, moi j'étais vendu à Mel Gibson avec sa grosse barbe en mafieux sur l'affiche. C'était foutu déjà. Donc bah, j'ai regardé. Évidemment, il a trop la classe. Évidemment, il est très méchant. Évidemment, j'adore ça. Et après le scénar. Voilà, hein, c'est comme John Wick, on sait pourquoi on vient, c'est pas pour le scénar. Mais donc voilà, là on commence à suivre deux frères qui s'imbriquent dans cette histoire d'hôtel, dont le boss est donc Mel Gibson, qui est bah, le parrain de l'époque. Ça se passe dans les années 70. De manière assez peu subtile, c'est pas la production ni les décors qui vont te suggérer que c'est les années 70, à part les bagnoles. Les fringues sont assez passe-partout, c'est que de la musique. Voilà. Donc tu balances un peu des Bee Gees, un peu de la soul, un peu de la disco, et vous avez compris, on est dans les 70s. J'ai trouvé ça un peu feignant au niveau de la... On n'est vraiment pas dans Vinyle de Scorsese ou la série avec James Franco, dont le nom m'échappe. The Deuce. The Deuce, Non. merci. Si. Mais sinon, il y avait Minx, il y a Minx aussi pour plus Voilà. récent. Bon, là, en tout cas, moi, celle que j'avais vraiment adorée dans cette époque-là, dans cette période-là, c'était Vinyl de Scorsese, qui malheureusement n'a pas été renouvelé qu'une saison. Où là, pour le coup, vraiment, c'était une immersion incroyable. La reconstitution était folle. Et là, il pouvait la musique. Oui, et puis on sait le soin que bon, quand on voit Boardwalk Empire, on sait le soin que Scorsese donne aux reconstitutions historiques. Donc voilà, bon là, clairement, c'est un prétexte pour dire c'est avant, c'est une origin story, on va prendre une période qui est un petit peu cool et vendeuse en ce moment, les 70s, c'est un peu badass, on va montrer New York dégueulasse, et puis mettre de la vieille musique un peu cool, et ça va faire la blague. Bon, faut pas être trop cynique non plus, c'est pas déplaisant. C'est pas hyper exigeant, mais pour l'instant, ça se regarde sympatoche, comme un John Wick 4 où on sait très bien pourquoi on vient et on a ce qu'on veut. Voilà. Ça flingue, l'ambiance est sympa, il y a des jolis costumes et des mecs badass, et voilà, ça fait la blague. Bon, bah, très bien. Et moi, de mon côté, on est aussi dans le passé. Parce que... voilà, je regarde, je vais pas encore m'étaler là-dessus, mais je regarde encore plein de pilotes non vendus, mais je regarde pas que ça. J'ai commencé une série qui est arrivée il y a peu sur Prime aussi, tiens, justement, coïncidence. Ça s'appelle Killer Coaster. Et c'est une série française. Mais non, avec les Lamy. Avec les Lamy, effectivement, voilà, avec Alexandra et là j'ai un trou de mémoire, je vais reprendre ça tout de suite sous les yeux, Audrey, et puis il y a la fille d'une des deux.
Ça je savais pas, tu vois. Donc Chloé Si, Joannet. ouais, c'est la fille d'Alexandra. Ah ben voilà, je le savais pas. Bon, C'est ben, vraiment voilà. le truc familial, quoi, niveau impôt. Voilà. Voilà, mais j'ai commencé ça. Donc c'est arrivé il y a peut-être une semaine grand max sur Prime. On est sur un format 30 minutes. On a 8 épisodes, j'en ai vu pour l'instant 4. C'est pour ça qu'ici je le mets dans la discussion de début. Et en fait, j'aimais bien un peu ce que j'avais vu jusque-là dans les présentations rapides, le côté ça se passe en 98, il y a un côté humour, un peu film de genre, les couleurs un peu dans tous les sens. Et donc ça parle d'une ancienne flic qui a été rétrogradée en tant que pervenche, qui est donc jouée par qui s'appelle Sandrine et qui est jouée par Alexandra Lamy, et elle se retrouve à Palavas-les-Flots au milieu d'une sombre affaire de meurtre dans une fête foraine où justement Audrey Lamy, elle joue le rôle de Ivan. Donc YVA2NE, parce que à tous les coups c'est pas Yvonne, c'est Ivan, qui est la fille d'un grand chef, un grand forain, et l'autre fille qui est Camille, Carmen, elle c'est plutôt la famille un peu rivale qui se tiennent la bourre là dans cette fête foraine, et je me suis retrouvé devant un truc extrêmement drôle, très bien filmé, très bien joué, avec du gore, avec de la tension, avec mais justement un rythme assez fou, et une Alexandra Lamy qui se joue une espèce de flic un peu ratée. Elle n'est pas flic elle, mais en tout cas elle fait une enquête un peu ratée mais ça en est très drôle. Elle a l'air de s'éclater. Ils ont l'air de tous s'éclater, et c'est communicatif. Et puis moi j'ai noté des vannes absolument géniales, dont une, je suis désolé, je vais vous la déflorer, mais elle m'a fait pleurer de rire. Alexandra se retrouve justement dans la caravane de l'un des patrons justement de la fête foraine, et elle fouille pour savoir un peu ce qu'il cache. Elle ouvre un tiroir, puis en fait le gars arrive et la surprend, et elle leur dit ouais mais je fouillais pas tout ça, je cherchais les toilettes. Et le gars lui répond, je sais ce qu'on dit sur nous, mais ça fait longtemps qu'on a arrêté de chier dans les tiroirs. Et ça m'a fait beaucoup rire. C'est tellement con. Et c'est des blagues comme ça un peu tout le temps, un peu à la Zaz par moment, un peu à la Cadet Olivier dans Qui a tué Pamela Rose. Et donc il y a un côté sérieux, un côté très gore. On voit des tripes, on voit du sang, on voit des moments un peu dégueulasses. Et puis à côté de ça, t'as des moments à se pisser de rire dessus, quoi. Donc franchement, pour l'instant, 4 épisodes sur 8 vus. Et je suis à 100% client, alors qu'au départ, j'étais en train de me dire série française sur Prime, les dernières fois, ça n'a pas été ça, quoi. Ouais, mais là, quand ils font un petit effort... C'est ça, quand ils font un petit effort et qu'ils mettent pas Jonathan Cohen, ça va. Oh, ça tire à balles réelles. Parce que Sentinelle... On va pas regarder. Oh mon Dieu. Sa chanson, c'est Est-ce que tu regrettes ? Tu peux répondre oui. D'avoir perdu du temps à regarder ton putain de film de la con. Bref. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille rapidement comme ça. Killer Coaster. Et là, oui, on a aussi de la musique, mais c'est moins insistant, j'ai l'impression, que dans The Continental. Oui, c'est un tube ou une chanson marquée très temporellement, même si tu la connais pas, tu arrives à identifier à peu près toutes les 5 minutes. Et on a droit à La Rousseau, tu m'oublieras dans Killer Coaster. C'est vendu, ah, oui. Je vais le regarder. Ah bah évidemment, il fallait commencer par là. Bah oui, pas besoin d'autres arguments. Voilà. Pas tous les jours l'occasion d'écouter du La Rousseau. Ouais. Surtout que c'est là qu'on entend à chaque fois. Voilà. Moi j'avais l'album. Voilà. Tout le monde s'en fout. Fallait que je le place. Dis-nous en plus. C'est toujours tout m'oubliera que je me souviens, les autres ont pas les 5 grands souvenirs. Comme quoi, tu vois, c'est... En fait, on se souvient. C'était prémonitoire, en fait. Elle avait tout prévu. Tu m'oublieras, vous m'oublierez.
Mais pas ma chanson. C'est ça. Jamais. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal? J'en sais rien. C'est comme ça. J'en sais rien. Par contre, une série qu'on n'a pas oubliée, voilà, et que on est assez content de voir redébarquer, parce que je pense qu'elle a été sur Prime pendant un moment, j'ai l'impression, il y a déjà un petit moment. Maintenant, elle y est toujours, hein, je crois, mais il faut l'acheter. Oui. Ouais, donc C'est pas sur le Pass Warner? Je pense que c'est sur le Pass Warner. Ah bah oui, si, puisque c'est une série Warner, forcément. Ouais. Bah oui. Oui, les fameux Warner, là, hein, les super intelligents qui se disent, tiens, on va faire, faites la grève, c'est pas grave, puis au bout d'un moment, bon, on a quand même perdu des millions de dollars, alors qu'on aurait pu régler tout ça, hein. Ouais. Ils font partie des grands méchants, la grève des scénaristes, entre autres. Bouh. Donc, Batman, la série animée, hein, parce que c'est son titre, hein, donc une série créée par Bruce Timm et Eric Radomski, et par Randomski. Ça, c'est des gens au hasard qui vont à la montagne au sport d'hiver, à random ski. Moi, je pensais à un Russe qui fait du jeu de rôle, et il lance les dés, et random ski. C'est comme ça qu'on appelle les badauds à Moscou. Random ski. Et son cousin Kukritrich. Waouh. J'ai eu du mal, hein. Ouais, ça Ah, vient faut de pas loin quand bégayer même. pour celle-là. Hein? Faut pas bégayer pour celle-là. Ah non, c'est compliqué. Donc ça a été diffusé donc à partir du 5 septembre 92 jusqu'au 15 septembre 95. C'était sur Fox Kids, et puis ça a été rediffusé dans Kids WB sur la WB, qui est devenue en partie CW. Par la suite, et donc on est sur 85 épisodes de 22 minutes, donc un format qui est bien, hein, 22 minutes, c'est très 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 bien comme ça, et on nous parle justement tout simplement de Batman. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus, on parle de Batman avec un style art déco dans le dessin. L'architecture, c'est vraiment de l'art déco, c'est un style de dessin que la WB va réutiliser dans énormément de séries, hein, qui ne sont pas forcément des Batman. Freakazoid, c'était le même style de dessin. Il faut bien rappeler. Mais Daredevil aussi. Ouais, mais ça c'était Disney qui ont surfé 2 ans après sur justement le succès de Batman. C'est ça, mais bon, je veux dire par rapport au genre, au genre, au style de dessin, on est quand même très très proche. Ah oui, ça Superman aussi qui a réutilisé ce style-là. Bah, bien sûr. Voilà, bien entendu. Ils ont ouvert une porte et après ils sont tous engouffrés dedans. Exactement. Ouais. Tu vas dire quelque chose? Mais ils ont fait un peu moins bien quand même. Ah bah ça, c'est sûr. Oui. Moi je voulais dire au niveau des décors art déco et surtout, aussi surréaliste allemand, parce que au niveau de la direction artistique, on parlait de Randomski qui lui a été connaissait pas du tout le monde du comics, qui était juste dessinateur. Quand il s'est mis à bosser sur Batman, tout ce qu'il connaissait c'était le Batman de Tim Burton et voilà, et celui avec la série avec Adam West, et donc visuellement il était très influencé par c'est ça, il était très influencé par celui de Burton, Burton lui était influencé par Metropolis et le cabinet du docteur Caligari et Nosferatu, enfin tout l'impressionnisme allemand. Ouais, c'est pour ça que t'as un gros travail aussi sur les ombres. T'as plein de méchants qui sont d'abord dévoilés par leur ombre avant qu'on les voit. Voilà. Et c'est aussi pour ça que tu as cette impression d'être à la fois dans Metropolis et dans Blade Runner, puisque Blade Runner, lui, est directement inspiré de Metropolis, donc c'est tout un héritage visuel. Effectivement. Et donc, petit point aussi après pour le reste, c'est que dans les voix principale, il faut savoir que Batgirl sera doublée par Melissa Gilbert. Donc voilà, pour un petit nom connu parmi tous les autres qui sont peut-être un peu moins, hein, même si
Batman est doublé par un grand du doublage américain, mais bon voilà, faut connaître le nom, c'est Kevin Conroy. Et en France, c'était Richard Darbois. Incroyable. Donc bon, ouais, ils ont pas été chercher le pire. Hein. Et n'oublie pas le Joker en VO quand même. Ah bah et oui. le Joker en VO, qui est donc Mark Hamill. Skywalker. Luke Skywalker, voilà, effectivement. J'étais en train de chercher le nom. C'est Pierre Attet en français. Mais il est phénoménal lui aussi. La voix du Joker est incroyable. Ouais. C'est vrai que de toute façon, au niveau voix, on avait quand même pas mal de grands noms. Je vais pas vous faire la liste complète non plus. Mais bon, voilà, dans les noms un peu connus, Ron Perlman se retrouve aussi dedans. Hein, Clayface, voilà. Mais bon, ce sont des voix bien connues. Clayface, c'est donc l'homme debout. Qui n'a rien à voir avec l'homme Ah, ouais. debout qu'on avait vu dans notre série, enfin notre pilote dégueulasse. Ouais. Voilà. C'est incroyable. Et alors, oui, si, il y en a un, donc, il y en a un que j'ai failli oublier, je suis désolé, mais bon, il y a quand même Philippe Pétieux qui faisait le pingouin. Ah oui. Voilà. Franchement, Il c'est fait la meilleure pas version que du Homer pingouin. Simpson. Il fait pas que Homer Simpson, donc voilà, c'est quand même vraiment très bien. Bon, alors, là-dedans, donc la série revient, mais il y avait donc les DVD et tout ça, c'est là-dedans où vous allez chercher des informations. Je pense que Quentin, je te tends la perche justement au niveau des informations, entre autres grâce aux DVD. Oui, absolument. Bon, alors, donc déjà, formidable objet. Pourquoi est-ce que moi je suis toujours sur le DVD pour cette série-là? C'est parce qu'ils ont fait un coffret phénoménal que j'ai pas sous la main, sinon je l'exhiberai avec fierté. Avec Titre. J'ai rien dit pour la perche. Hein. Ouais. Avec un superbe livret relié avec dedans beaucoup de concept art et des études de personnages crayonnés, des mains, des visages, des décors, des storyboards. Voilà, donc un très très beau coffret que vous, à mon avis, vous trouvez toujours sur Amazon. Après, ils l'ont refait en format Blu-ray, Ouais. beaucoup plus longtemps, ça, compact. Oui, voilà, il y a beaucoup moins longtemps, beaucoup plus compact, beaucoup plus cher puisque c'est du Blu-ray. Je vous avoue que pour une série animée de 92, la Turbo HD, je m'en fous un peu, je préfère avoir un bel objet plutôt que de le racheter. C'est bien, on est en train de faire plein de petites perches pour ma discussion de tout à l'heure, moi. Voilà. Hein Et donc hyper intéressant aussi au niveau des bonus, parce qu'il y a plein de documentaires. Parce que ce qui est aussi passionnant que la série elle-même, c'est sa genèse, où on apprend donc que c'est la Warner qui, alors, dans un contexte donc fin 80, début 90, où l'animation pour enfants était sclérosée par des producteurs et animateurs vieillissants de l'ancienne génération, qui bloquaient tout au niveau de la censure, et où donc les dessins animés passaient le samedi après-midi, et où c'était... par exemple, il y avait une série de super-héros, la dernière en date, c'était Super Friends, ça s'appelait, où il y avait Superman, Wonder Woman et plein de super-héros, où il fallait pas qu'il y ait d'armes à feu, pas de mort, toujours un message positif. À un moment donné, ils savaient tellement plus quoi faire qu'ils les ont réduits pour faire des aventures gigantesques contre des araignées, comme ça c'était pas trop offensant. Mais même là, Robin pousse une araignée d'une table et les censeurs ont voulu qu'on montre que l'araignée aille bien par terre, donc il y a un plan sur l'araignée. Et à la fin, ils se font un bisou. Voilà, et les mecs en pouvaient plus, et dans ce contexte-là, arrive le Batman de Tim Burton en 89, sombre, gothique, avec un Joker ultra flippant mais très drôle, et pas premier blockbuster parce que c'est les dents de la mer, mais plus gros succès et renouveau du blockbuster en 89 grâce à ce film. Et là, licence en plus. Et voilà, début d'une licence, et donc là, non seulement les producteurs se disent il y a peut-être un truc à jouer au niveau Batman, mais en plus, ça commence à cogiter en se disant qu'il y a de la place pour la noirceur dans des trucs mainstream. Et donc, ils commencent à se dire, il faut faire quelque chose concomitamment à ça. Donc, on apprend aussi dans le documentaire que la Warner avait à cette époque-là Spielberg dans son giron, et le maître mot, c'était, il faut faire plaisir à Spielberg, on lui greenlight tout. Et Spielberg, ce qu'il voulait faire à ce moment-là, c'était de l'animation, donc les Tiny Toons, sur lesquels travaillait en storyboard notre ami Tim à la co-création, à qui on a dit écoute, maintenant que tu es sur les Tiny Toons, il faut faire plus de séries d'animation, et on a les droits de
Batman, on aimerait en faire quelque chose. Lui, forcément, il était avec d'autres. Alors lui, il n'était pas chez Hanna-Barbera, mais d'autres y étaient. Bref, il y avait tout un pool de dessinateurs qui voulaient faire des choses plus matures, plus sombres, qui avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire, mais qu'on obligeait à faire des poètes des ding-ding. Et même si Tiny Toons, c'est incroyablement cool, ça reste quand même très enfantin, et qui voulaient faire des choses plus adultes. Et là, on leur greenlight un truc produit par Spielberg, qui a carte blanche, qui a un pognon de dingue, et c'est cet alignement d'étoiles en fait entre le film de Burton et son esthétique, la musique de Danny Elfman, ce pool de créateurs à qui on dit voilà un chéquier, faites ce que vous voulez, et les deux co-créateurs qui eux étaient juste dessinateurs. On leur dit maintenant tu es producteur si tu veux, ils disent d'accord, mais ils n'ont aucune idée de comment faire le job. Et du coup, sort ce bébé magique en fait, où c'est ce qui se passe quand quand on laisse faire ceux qui savent en fait, et qui font ce qu'ils aiment. Notamment que les comics de Alan Moore, Dark Knight Returns, Killing Joke, etc. ont été publiés quelques années avant, et on redéfinit ce qu'on pouvait faire avec Batman. Mais depuis, en termes d'animation, rien n'avait été fait, si ce n'est le live de Tim Burton. Voilà. Ouais, et donc, finalement, on arrive avec cette série cette série animée qui est plus sérieuse et plus mature que la série live des années 60 qui, elle, était trop cartoon. Donc, c'est assez rigolo c'est assez rigolo de voir qu'on fait du cartoon avec un live, et finalement, 30 ans plus tard, on fait de l'adulte avec un cartoon, et qui a marché pour toutes les générations, ce qui a ouvert la porte à Gargoyles et autres. Oui, parce avec Batman, ce qui est bien, c'est que dès le premier épisode, dans lequel, en plus de ça, on a la joie de voir Catwoman, on nous prend pas un seul moment pour des cons. Le gosse n'est pas pris pour un con du tout. C'est sombre, c'est mature. Ça peut être très très violent. Les enjeux sont quand même assez sérieux. On a aussi des personnages qui sont bien campés, hein, parce que dès le départ, Catwoman et justement, son alter ego sont des femmes fortes qui n'ont pas à se laisser manipuler par Bruce Wayne ni Batman, et qui vont même en jouer et en faire du héros capé, le petit matou qu'il peut être en fait. Et c'est sa kryptonite. Mais c'est vrai qu'on est sur une époque où il n'y avait pas grand-chose qui prenait pas les enfants pour des cons, ou qui cherchait pas à adoucir les choses. Et puis après, on a eu les Animaniacs qui ont été aussi qui ont découlé de tout ça. Il y a Freakazoid dont je parlais, qui est justement aussi créé par Bruce Timm, Paul Dini, etc., qui fait partie de ces héros pour ados, pré-ados, même si c'était dans la case kids. Mais on pouvait avoir des choses qui n'étaient pas si kids que ça, finalement. Ouais, puis au-delà de ce qui est raconté, il y a vraiment un soin qui est apporté à l'image, à la mise en scène. Il y a des planches, vraiment, moi j'ai dans mes archives là, j'ai vraiment des planches de la série animée où il y a juste les arrière-plans en fait. Oui, et rien qu'à ça, c'est vraiment des œuvres d'art. Et même aujourd'hui, je trouve que c'est quand même rare les séries qui à la base sont quand même destinées pour les enfants, qui prennent autant un soin à faire quelque chose de beau. Et que c'est pas juste, souvent le cartoon, on fait plus à l'efficacité que à la beauté en fait. Faut que ça faut pas que ça coûte cher, il faut que tu comprennes l'action. Vraiment, c'est prendre les gens aussi pour des cons. Faut que tu comprennes l'action comme une bande dessinée, où faut que ce soit clair. Et là, en fait, ça reste clair. Je veux dire, en fait, quand on regarde les images, il n'y a pas, sauf exception, c'est pas opulent de détails. Mais c'est chiadé, et vraiment dans même l'introduction des personnages, tout ça, il y a vraiment un côté très cinématographique, et on voit qu'ils ont voulu surtout faire quelque chose de qualité avant de faire un truc à destination des gosses pour un truc vraiment commercial, quoi, ce qui aurait pu être le cas avec un truc qui vient de DC quand même, mais non, c'est vraiment un bel objet d'art en fait en lui-même. Ouais. C'est ce que disent les co-créateurs quand ils en parlent, c'est que chaque épisode était abordé comme un film du début à la fin, et pas comme dès le début, et pas du tout comme un épisode de série. C'était vraiment, ils faisaient un film. Les gars se régalaient parce qu'ils avaient
un chéquier et il faisait ce qu'il voulait avec, quoi. Et la scène le générique, c'était leur première scène test en fait. Et c'est rigolo parce qu'ils l'ont présenté à la Warner en disant voilà ce qu'on peut faire. Et en fait, ils leur ont dit non, mais de toute façon, c'est déjà Greenlight. Vous avez déjà 20 épisodes. Alors du coup, on va pas gâcher, on va le garder en générique alors. Du coup, ouais, non, mais voilà. Alors, c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion le documentaire est sur YouTube, si vous parlez anglais. Il y a le générique en question, le pré-générique du coup. Et il est un peu différent. Et il est moins sombre. Le visage de Batman qui est un peu dans la pluie, c'est vraiment tout noir, il y a juste les yeux. On le voit un peu plus. C'est intéressant à voir l'évolution. Parce que le côté vraiment noir et assumé et vraiment pluvieux, nocturne, est vachement plus assumé dans la version finale. En fait, on sent qu'ils se sont dit on peut y aller. Alors allons-y, faisons et tu sens vraiment qu'ils se sont amusés en le faisant. Parce que vraiment pour ceux qui sont pas familiers de l'univers de Batman, moi, niveau super-héros, l'univers de Batman c'est mon univers préféré, alors que j'aime pas le personnage de Batman. C'est un petit con, voilà, c'est un gosse de riche qui... Ok, ses parents sont morts, mais c'est vraiment un trou du cul, quoi. Par contre, autour de ça, il y a vraiment un bestiaire très intéressant de vilains, en fait. Et c'est ça que t'as envie de dire à un orphelin. Ok, tes parents sont morts, mais t'es quand même un petit trou. C'est une raison pour être un connard. Une raison pour être un connard, s'il te plaît. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai que, en fait, peut-être que ça se voit moins quand même dans la série animée, ça s'est plus développé après. Mais Batman, tu le vois, c'est vraiment le bachelor de Gotham et il a vraiment ce côté en fait, ok, il résout le crime, mais c'est uniquement parce qu'il est riche. Ok, il a une origin story avec des chauves-souris et ses parents sont morts, mais je sais pas, il y a un petit côté où je lui trouve qui manque un peu de profondeur. Mais bon, bref. Mais c'est surtout le bestiaire qu'il y a autour que j'adore. Et surtout qu'il y a des vilains dans la série animée que, à la base, tu retrouvais nulle part ailleurs. Et bon, après, ils les ont repris. Mais pardon, mais Condiment Man, est-ce que c'est pas le meilleur vilain? Condiment Man, il a une arme qui envoie de la moutarde et du ketchup. Dans quelle autre série qui, à la fois, te parle des trucs les plus profonds de l'humanité, t'as ce genre de vilain? C'est génial. Les mecs s'amusent. Alors qu'ils auraient pu l'appeler Samouraï, quand même. Ouais, mais bon, on a eu Léguman. Ah oui, non, on parle pas des traumatismes d'enfance, s'il te plaît. Donc toi, ça va ensemble, Léguman, Condiment Man, voilà. Non, mais il y avait... Alors, outre tout ça, en vrai, ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui sont pas familiers de l'univers de Batman, la série animée de 92, c'est quand même une super porte d'entrée. Parce que, bon, la France s'est pas gênée, mais on a eu tous les épisodes dans le désordre. Ça peut être aussi décevant par la suite, en fait. Ouais, mais je veux dire que tu veux avoir l'origine story des personnages, dans la série animée Batman, tu l'as quand même de manière très claire et assez simple. C'est une porte qui permet de t'intéresser à l'univers de Batman, mais après tu peux te dire, en fait, j'aime juste la série là parce que le reste de Batman, j'en ai un peu rien à foutre, ou alors c'est mal foutu, ou genre Nolan, retourne te coucher, j'en sais rien, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, parce que comme ça vous aura donné l'occasion de regarder une super série animée. Ouais, de ouf. Mais c'est vrai, et il y a un petit côté frustrant aussi, c'est que le bestiaire est tellement riche et puis tellement bien exploité et ils sont tellement tous cool que tu les vois tous que une ou deux fois, sauf pour les plus récurrents comme le pingouin double face ou Gueule d'argile. Mais il y en a plein que tu vois qu'une fois ou deux et c'est quand même super frustrant. En fait il aurait fallu que la série elle dure plus longtemps, quoi. C'est dommage qu'on ait qu'une grande saison et demie, on va dire. Officiellement, c'est 3 saisons. Ouais. Mais après, c'était une grande saison et après, ils ont fait 4 épisodes, quoi. Après, faut pas oublier qu'il y a les films, quand même. C'est vrai. Il y a aussi les films. Ouais. Il y en a 2. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en avait un avec le Joker. Je sais plus le titre du tout. En film, tu as Sub-Zero avec Mr. Freeze et tu as Le Masque du Fantôme, qui est incroyable. Ça doit être Le Masque du Fantôme. Qui lui ressort là en 4K, Blu-ray, machin, ils refont des sorties. Alors qu'une bonne VHS, franchement. Oui, enfin voyons. Enfin voyons. Oui. Ça fait partie du charme, mais... Avec la jaquette télécassette, bien sûr. N'importe quoi. Mais oui, non, il faut parler aussi des longs métrages qui sont vraiment superbes et Sub-Zero, vraiment, cette histoire elle est très très belle.
Et si vous devez regarder quelque chose sur Mr. Freeze, ben pitié, regardez ça et pas Batman et Robin, quoi. Oh, tout de suite. Oh, bon. Quoi, vous allez Je me ne défendre serais les pas patins à aussi, glace et les mules polaires? Ouais, mais c'est ça qui est drôle. Disons que tu le Oui, regardes pas oui. au même moment de la journée, quoi. Et Sans voilà, Batman, et pas avec le même degré d'alcool dans le sang. C'est ça. C'est sûr, c'est Et sûr, puis, c'est sûr. pardon, mais c'est quand même la série animée qui a introduit le personnage de Harley Quinn et sans Ah ça, là on là n'aurait là. jamais eu Harley Quinn. Ça Voilà. aussi, ouais. Effectivement. Mais c'est vrai, on revient sur Et les d'ailleurs, personnages féminins qui sont vraiment très très cool. Oui. Et Et, puis- d'ailleurs, je et fais puis- le pont regarder la série Harley Quinn sur Max parce que ça faisait très Et longtemps sur, qu'on n'avait pas eu un c'est truc sur bien sur Toonami, Harley c'est ça? Sûrement. Non, c'est Warner, Toonami, je sais plus, ça a changé. Oh, là, je sais pas, chez ça vous. bouge tout le temps, c'est racheté de tous côtés. Ouais, ça change de nom. Au départ, c'était Raiders, puis ça finit par être Twix, puis c'était Clature. Toonami. Je pense que c'était Toonami de ce que j'avais en tête. Mais il faut aussi oui. parler d'un truc, c'est qu'il y a eu de cette série-là et de ce style-là, il y a eu quand même pas mal de petits trucs dérivés, dont pas mal de jouets qui étaient quand même vachement cool. Oh, j'en ai un parce qui que, te voilà. parle. Alors qu'à l'époque, la logique c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on créait une série en se demandant quels jouets on allait pouvoir vendre derrière. Ouais. Voir Masque, les maîtres de l'univers, etc. Mais là, il y avait voilà, tous les personnages qui avaient ce côté très coupé à la serpe, quoi. Vraiment le truc avec la mâchoire bien carrée, le truc. Ouais, très Tu dis, anguleux. le genre, ils l'ont, bon, je sais pas s'ils l'ont prévu, etc. Je me dis, mais niveau jouet, c'est beaucoup plus facile à rendre parce que en fait, ça fait déjà entre guillemets jouet et ça a permis aussi d'avoir des jeux, enfin surtout un jeu assez cool sur Mega Drive et sur Super Nintendo, qui est Batman et Robin, où là on avait le même style d'animation, les mêmes personnages, la même masse que ça pouvait avoir. Et rappelez-vous, pour ceux qui peuvent à l'époque, où plus le caractère était gros à l'écran, plus tu disais, ça c'est un jeu qui est bien. Parce que tu dis, voilà, ah ouais, là, c'est vachement beau. Mais bon, encore à l'heure actuelle, si vous relancez ça via la console ou via un émulateur, vous voyez le truc, que ça bouge vraiment très 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 bien pour un jeu qui a maintenant 30 ans. Et ça reste encore très très cool avec des niveaux très compliqués. Surtout ceux avec le Joker. Mais bon, bref. C'est une série qui a eu tellement de des dessins animés, ça a eu de l'influence sur même le cinéma de Batman, ça a eu une influence sur énormément de choses, et même jusqu'au, comme on disait tout à l'heure, les gargouilles Disney, Bien sûr. Ouais. c'est clairement un clin d'œil à ça. Hein. Il y a un truc aussi à souligner sur la série, c'est que dans chaque saison, bon alors je sais pas comment c'était découpé chez eux, mais par saison de diffusion là-bas, ils essayaient de faire à chaque fois un épisode où Batman n'était pas là, n'était pas le centre. Et il y en a un qui vraiment que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que vraiment on voit quasiment pas Batman. Ça s'appelle Batman est dans ma cave. Ou je sais plus. Enfin, en tout cas, en anglais, Batman n'est pas là. C'est Batman. C'est I have Batman in my basement. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Et donc, en gros, au début de l'épisode, il se fait assommer dans une ruelle. Il est sur le point de se faire tuer. Il y a des gamins qui passent et ça fait fuir les gars. Et donc, ils se disent, oh, la vache, c'est Batman. On peut pas le laisser là comme ça. Et ils le cachent dans leur cave. Et en fait, c'est toute. Ils décident de résoudre le mystère, eux. Et tout l'épisode, c'est eux en fait. C'est deux gosses qui jouent qui font Batman, qui jouent au détective et qui résolvent le truc. Et lui se réveille à la fin et puis il leur dit bravo. Voilà. Et il y a 3-4 épisodes comme ça où en fait la série ne tourne pas autour de Batman. Il est presque pas là. Je suis en train de chercher le nom de l'épisode en français, mais c'est l'épisode 20 de la saison 1. Voilà, comme ça tu le sais. Et ça s'appelle Bas les masques. Bon, c'est beaucoup moins littéral. Ah non, Mais... attends, non. Attends, non, c'est parce que là, il s'est trompé, c'est première partie. Non. L'œuf du pingouin. Bah, voilà. Bon, après, je me rappelle plus exactement de l'épisode, Parce mais que, voilà, en fait, il essaie d'empêcher le pingouin de voler un rare œuf de Fabergé.
Donc Batman est affaibli avec un gaz toxique et donc il est tenu enfermé dans un appartement, enfin dans la Dans le cave d'un sous-sol, appartement ouais. qui appartient à un ado détective amateur. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, et c'est assez audacieux quand même. Bon, ils l'ont pas fait tout de suite d'entrée de jeu, mais quand même c'est dès la première saison, donc c'est quand même un risque de C'est faire ça. un épisode sans Batman, quoi. C'est ça, c'est donc l'épisode 20, donc ça doit être... Attends, alors quand tu es dans les DVD, ils disent qu'il y a 3 saisons. Quand tu es sur IMDb, ils disent qu'il y a 4 saisons. Et... Ouais, voilà. Et après, les épisodes portent des numéros qui en fait montrent qu'il n'y a que 2 saisons. C'est n'importe quoi, il y a un bordel monstre. Après, ce qui ne changera pas, c'est les épisodes en 2 parties que je vous recommande vraiment chaudement parce que c'est vraiment les meilleurs, notamment celui avec Catwoman. Qui est donc le premier, qui est première partie du... Ouais. Voilà. Et il y en a un autre avec Harley Quinn, je crois aussi. Ouais. Qui est en 2 parties. Et avec Poison Ivy. Je crois qu'en fait, c'est à chaque fois qu'il y a une méchante iconique, ils l'ont voulu le faire en 2 parties pour vraiment bien la traiter. Et voilà, Poison Ivy, elle est archi bien illustrée aussi. Et en plus, on voit vraiment bien son côté activiste, écologiste. Enfin, on comprend que c'est pas une méchante, en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est que... Il y a Batgirl aussi qui a un double épisode. Ouais. Double face, gueule d'argile, enfin vraiment gueule d'argile aussi, le côté... on respecte le fait que les méchants ont tous une backstory vraiment touchante et que c'est pas vraiment juste des méchants. C'est vraiment respecté, c'est pas manichéen comme une série pour gosses, quoi. Ça, c'est vraiment bien assumé. Ouais. Et alors, on va... Oui, tu allais dire quelque chose ? Non, on l'a présenté comme une série super sombre et tout ça, mais il faut pas oublier que des fois c'est hyper drôle. Enfin, le personnage de Pennyworth, c'est vraiment le pince sans rire, très humour britannique où en fait il balance des scuds à Batman, donc je l'aime beaucoup. Et même le commissaire Gordon, en fait, je le trouve, il est pas drôle à faire des blagues, mais je trouve une énergie que on retrouve pas dans ce qui a été fait après, dans les films, dans les séries et tout ça, parce que Gordon, soit dans Harley Quinn, c'est vraiment l'idiot du village, soit il a toujours ce côté hyper sombre, vraiment le détective bourré et tout, alors que vraiment dans la série animée, il fait le bon gars, sympa. T'as envie d'être son pote, quoi. T'as envie qu'il attrape le Batman, quoi. Ouais, effectivement. Alors, j'avais une petite question comme ça, un peu à la con, mais à chaud. Vu qu'on est dans un dessin animé, il y a le côté graphique qui est là. Et si vous deviez juste garder un personnage pour son style graphique dans Batman, la série animée, lequel ce serait votre préféré ? Moi, j'ai déjà ma réponse. Hein. Moi, je crois que ça serait Two-Face. Ouais, je vais dire pareil. Ouais. En termes d'éclairage, ce qu'ils font sur les gros plans, notamment dans l'épisode qui lui est dédié. Eh bien, sans se concerter, on est tous les trois d'accord. Parce qu'on est des gens de bon. Non mais je trouve que même son style, les autres, il y a un peu plus de matière en fait, forcément par rapport au visage, tout ça, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que le personnage a plus de matière dans ses traits, que les autres sont très rapide, très simple, épuré, ce qui est très bien, mais lui en particulier, il y a un côté beaucoup plus torturé, même dans le dessin. Et puis il y a aussi le manière de l'animer. Ouais. Il a ce côté très charismatique entre vraiment, il fait le directeur, mais avec ce petit truc de folie qui fait qu'il des fois il prend des postures. C'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mais je le trouve beaucoup plus intéressant aussi de ce point de vue-là. Ouais, clairement. Moi, je trouve que c'est un des personnages qui, même de base, en fait, dans Batman, c'est un de ceux que je préfère avec le pingouin. Mais là, dans l'animé, dans sa version même en jouet, etc., il y avait un truc de l'ordre de la classe. Il y a des moments où, pour avoir revu des images dernièrement du personnage, je trouvais qu'il avait aussi un côté, je sais pas si vous vous souvenez du dessin animé Ghostbusters qui avait pas mal d'années. Il y avait déjà un peu le même style comme ça, un peu
j'ai regardé en fait vraiment le truc un peu tout pété, les lignes sont pas tout à fait droites, et le truc n'est pas tout à fait symétrique non plus, et il y a un truc un peu pété comme ça, et aussi la série animée Men in Black qui avait un peu ce genre-là en fait. Ouais. Je crois que Quentin ne voit pas la série Men in Black. Non, je l'ai pas vu. Peut-être j'étais trop grand pour ça. Bien. Je sais pas. C'est vrai que je rattrape parce que c'est la deuxième fois que tu en parles, donc il faudra que je. Ah ouais, attention, Men in Black, vous allez finir par avoir le pilote, je vous le dis tout de suite. C'est trop bien. Parce que juste le générique, il est parfait, Men in Black. Voilà. Mais je sais pas si c'est de mémoire, je crois que non. Après, peut-être qu'ils l'ont fait sur d'autres persos, mais je parlais du plan où on voit Double Face dans les éclairs comme ça, où on découvre un peu qu'il est double face et où il a de la pluie, ou alors je sais plus s'il pleure. Enfin, c'est l'image qu'on retrouve sur IMDb en principal. Et c'est le style graphique en fait est beaucoup plus pas 3D mais ombré. On sent qu'il y a une patte différente en fait ils l'ont dessiné autrement. Et du coup, ça dénote avec le reste de l'épisode. Ouais. Et presque 3D en fait. Et ça l'image, si jamais vous voulez la rechercher. Franchement, c'est l'image de la série qui m'a le plus marqué. En fait, c'est l'image qui illustre l'épisode Two-Face Part 1. Si vous regardez sur IMDb, c'est la première image qui va tomber. D'ailleurs, je pense que si vous tapez ça dans Google, c'est la première qui va tomber. Et on a vraiment ce côté, comme je disais, voilà, beaucoup plus détaillé que les autres, mais pas que dans les traits et dans les ombres. Les ombres des autres étaient assez simples, ça allait assez vite. Et lui, par contre, il a un traitement différent qui le rend, je trouve, encore plus charismatique. Et quand tu regardes ça, et je te dis les dessins animés Ghostbusters et Men in Black, mais Ghostbusters, en fait là, avec sa mèche, on dirait Egon dans Ghostbusters qui était blond. Donc voilà, moi c'est ce personnage-là, il est absolument marquant, mais la série en elle-même est très marquante et je suis vraiment super content que Netflix l'ait récupéré pour pouvoir nous le proposer, alors que bon, globalement avec Warner, on sait que c'est compliqué ces derniers temps. Mais ça c'est si vous n'avez pas les Blu-ray, pas les DVD, parce que les Blu-ray, je crois que c'est encore 50 € le coffret. Les DVD, on est à quasiment 90, 100 balles pour les acheter. Attendez le Black Friday, moi j'ai fait ça revient à 30 balles et voilà. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir l'avoir pour le prix de votre abonnement. Et, déjà, vous donner un premier avant-goût si vous ne l'avez jamais découvert, parce que c'est possible, effectivement. Franchement, si vous devez avoir un support physique, achetez-le, parce que ça c'est un très beau coffret en plus. Bah, oui, le coffret est vraiment très beau, effectivement. Moi, il trône dans mon salon, il n'est pas rangé. Ça, c'est... Voilà, donc pour une fois, on ne parlait pas forcément d'un épisode en particulier, mais plus d'une série. Globalement, on ne devrait pas non plus faire 3 heures là-dessus, on va décortiquer tous les épisodes, mais juste vous dire que voilà, encore 30 ans plus tard, la série elle nous a marqué, c'était sur France 3 de mémoire. Je crois qu'il y a eu peut-être sur Canal+, pendant un moment. Moi c'était France 3 que je vais regarder. Mais voilà, je me rappelle plus sur France 3, où France 3 et chez nous je crois que c'était Club RTL. Aussi, et dès que le générique commençait, c'était directement, je fonce. Obligatoire à regarder. Belle ironie du sort, puisque c'est une série qui, sans le succès Tim Burton, n'aurait pas vu le jour. Tim Burton qui bossait pour Disney, qui s'est fait virer parce qu'il faisait des créatures trop creepy sur Taram et le chaudron magique, et donc il s'est fait têche de Disney, et finalement c'est de lui qui découle une série animée incroyable de laquelle Disney va choper pour faire Gary Gold. Donc c'est ça, le genre est reconnaissable et beaucoup l'ont imité et voilà. Très peu ont réussi. Merci, effectivement. Alors on va passer aux recommandations. Je vais garder moi mon petit billet pour la fin. Elodie, tu veux nous parler de The Old Man? Oui, The Old Man. L'homme âgé au Québec. Le vieil homme. Le vieil homme et sa mère. Le vieux chum. Papy. Là, ça pourrait être un peu Papy fait de la résistance, clairement.
C'est une série qui a été créée par Robert Levine et Jonathan Steinberg, qui ont notamment bossé sur Black Sails, qui n'a absolument rien à voir avec The Old Man. Voilà. C'est une série qui était à la base diffusée sur FX, mais chez nous c'est disponible sur Disney+, donc c'est bien pratique. Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Parce que Jeff Bridges. Voilà, déjà. Alors, franchement, c'est bon, hein, je suis d'accord. Mais c'était exactement ce que j'allais dire. En fait, j'ai regardé le trailer quand il était sorti. Et franchement, ça m'attirait pas plus que ça. Parce que c'était un trailer assez cryptique où on savait de quoi ça allait parler parce qu'avec, t'as le petit synopsis. Mais sinon, t'avais Jeff Bridges et 2 chiens. Je dis pas banco, mais après, le reste me donnait pas envie. Et en fait, très très bonne surprise. Dedans, en fait, on a donc Jeff Bridges qui incarne Dan Chase. Qui incarne 2 chiens. Qui incarne 2 chiens, et ce qui est une performance, parce qu'un chien, d'accord, il y en a qui l'ont fait, mais 2. Ouais. Il y en a qui l'ont fait, hein, on se souvient de Pushinski, rappelez-vous. Oh non, pas rappeler ça. Le flic mort qui est réincarné dans un bulldog. C'est génial, je vais regarder ça tout de suite. Ah, je te passerai l'épisode, il n'y a qu'un seul épisode. Ah, Pushinski, c'était quelque chose. Ouais, Ah, Pushinski. Ah. Si tu regardes. Ouais, Randomski. Petit ange parti trop tôt. Petit chien parti trop tôt. Ah, mais attends, c'est le coup, désolé, Elodie. Non, vas-y, Elodie, continue. En fait, il y a Randomski, le gars qui est aléatoire au ski, et t'as Pushinski, le gars, il pousse les gens à faire du ski. C'est l'inverse du tire-fesse, en fait. C'est du Pushinski. Désolé. Donc, non, pas de soucis. Jeff Bridges, il n'est pas un chien. Non, qui est plutôt un vieux monsieur qui, au début, on le voit, il vit tout seul, il dort très mal la nuit parce que c'est une vieille personne qui a des insomnies et qui se doit se relever à peu près toutes les 2 heures pour aller pisser. Et bah oui, et il dort avec ses 2 chiens, un petit vieillard adorable, hein. Sauf qu'en fait, il y a une nuit, lui et ses chiens entendent un bruit à l'étage en dessous. Il descend et en fait, c'était un mec qui était venu pour le buter. Donc, il lui explose la tronche à l'aide de ses 2 chiens, qui sont quand même les personnages les plus incroyables de la série, même devant Jeff Bridges quand même. Mais je ne suis pas objective, ce sont des chiens. Et en fait, ça peut nous paraître un événement assez exceptionnel de t'entends du bruit en bas de chez toi et là, baston de 10 minutes et tu exploses la gueule d'un gars. Mais en fait, pour lui, c'est juste un mardi soir, quoi. Ça a l'air de lui arriver assez fréquemment. Et donc, il prend la fuite avec ses 2 chiens. Parce que, en fait, Dan Chase, c'est pas juste un vieux monsieur qui aspire à une retraite paisible. Non, c'est un ancien agent de la CIA qui est en cavale depuis des dizaines d'années. Parce qu'à un moment donné, il a décidé de se ranger de l'autre côté de la frontière. Et forcément, ça n'a pas plu à son patron, à savoir les États-Unis. Et en fait, c'est pas de chance parce que ça fait des années que plusieurs groupes que je ne nommerai pas, dont le gouvernement quand même, envoient des mercenaires pour essayer de le débusquer et le buter. Et là, en fait, on l'a vraiment retrouvé. Donc, il est vraiment en cavale. Et en fait, là, la CIA se dit, là, franchement, on a 2 doigts de l'attraper. Donc, on a quand même besoin d'avoir un mec qui connaît un peu sa psychologie. Donc, on va rappeler l'ancien directeur de la CIA, Harold Harper, qui lui aussi aspirait à une retraite paisible, mais que voulez-vous, on n'est jamais tranquille. Et il est joué par John Lithgow, qui est absolument formidable, puisqu'il est à la fois terrifiant parce que il poursuit un mec pour le buter, et aussi c'est un papy gâteau. Voilà, c'est... Bon, hein, personne n'est tout blanc ou tout noir. Tu peux essayer de buter un mec le matin et après faire des cupcakes avec tes petits-enfants l'après-midi. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Il n'y a pas de loi contre ça. Pourquoi pas non, Alors, je ne vais pas vous en raconter plus sur le scénario parce que c'est vraiment le genre de série un peu à twist où à chaque épisode tu en apprends plus et tu as la mâchoire qui se décroche. Par contre, ce qui m'a vraiment convaincu dans le premier épisode, c'est des épisodes un peu longs, hein, ça dure presque 1 heure, voire un peu plus d'1 heure des fois, c'est que le premier épisode, on a une scène de baston. Non, mais ça passe très vite. Il n'a pas le temps, Fred. Il a J'ai 22 pas le minutes. T'as pas entendu 22 minutes.
J'ai des cupcakes à faire. Et des mecs à buter. Et des mecs à buter. Alors, s'il te plaît. Et après, je dois me déguiser en chien, ok? Voilà. Non, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est la scène de baston du premier épisode, qui dure très longtemps. Et pour le coup, qui est vraiment très réaliste et qui est très tendu parce que c'est à la fois une course-poursuite en voiture, c'est de la baston après que la voiture se soit retournée, et c'est très réaliste dans le fait que c'est très dur de tuer quelqu'un à main nue en fait, et autant dans les séries, dans les films, on a l'habitude que oh là là, il lui fait une clé de bras et il s'étouffe dans les 30 secondes. Dans la vraie vie, ça ne te passe pas comme ça. Mais et là, ça, pour le c'est coup, les gens qui n'ont jamais vu les scènes de bagarre dans Hélène et les garçons, c'est pour ça. Ouais, une gifle et c'est fini. Bah non, ils se montent dessus les uns les autres, c'est ridicule. Non, ça c'est c'est juste une bande de mecs bourrés. une autre série quand les gens se montent dessus. Enfin, c'est Sense8 ça. Et donc c'est surtout, alors cette scène de baston, elle est vraiment juste dans ce premier épisode. Après, c'est un peu moins baston, c'est plus course poursuite, beaucoup plus de gros guns parce que ça reste les États-Unis quand même. oui. Et puis ça tire Évidemment. un peu plus après vers vraiment la série politique parce que au début on sait pas trop si Dan il est du côté des gentils ou des méchants parce qu'il a un peu déserté son poste de la CIA, donc tu dis bon bah voilà, c'est un renégat qui a vendu son âme à l'ennemi, et puis après finalement tu te rends compte que bon, c'est pas une grosse surprise, des États-Unis ils ont envahi des pays pas forcément pour les bonnes intentions, et là c'est un peu le cas. Je suis choqué. Oh, les bras m'en tombent. Et non seulement il y a un peu de ça, mais il y a aussi une belle histoire d'amour. Et de, et Bah de- oui, C'est un homme et évidemment. son chien. et c'est deux chiens. Et c'est à la fois une histoire d'amour avec une femme What kidnappée the un two peu quand même. dog. Oh non, c'est sale. Catégorie. Oh. Voilà. Donc c'est à la fois thriller, série politique, drame familial et Morica Fucké quand même un petit peu. C'est une série qui est hyper bien réalisée. Ça fait vraiment très série premium, gros budget. En fait, c'est très beau. C'est très souvent le crépuscule, on va pas se mentir. C'est très souvent des grandes plaines américaines ou des grands déserts d'un certain pays que je ne nommerai pas parce que je vais pas vous spoiler. Beaucoup de sable dans cette série, mais du très beau sable, du sable premium. Et puis Le sable premium, on l'avait jamais fait celle-là. C'est celui qui ne gratte pas. Il ne brûle pas les pieds quand il fait chaud. bah, Non, tu vois, moi non. j'étais en vacances, tu vois, il y Il avait est du tutu. sable, mais mélangé avec des gros cailloux. Du coup, c'est pas très premium parce que ça fait mal aux pieds. Que là, Ça, c'est pas du ouais, sable non. premium. Ah non, ça c'est Mhm. c'est le Non, mais ça, c'est le l'Espagne, sable c'est de pas, Lidl. c'est pas les États-Unis. Bah oui. Alors que rien en là, sable, les vraiment, Espagnols. Bien sûr. c'est Bah Grand oui. Canyon, quoi. Non, outre la blague, c'est vraiment une série qui est très belle, qui a coupé le souffle dans tous les sens du terme parce que c'est très rythmé. Même si c'est des épisodes longs, en fait, on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours quelque chose. Je veux dire, à un moment donné, tout ce qui se passe dans la série, c'est dans un épisode, il est en cavale, il kidnappe quelqu'un, elle devient sa femme. Enfin, c'est que des trucs comme ça s'arrête jamais. Et il y a les deux Épuisé chiens. à la fin de l'épisode. Et en fait, c'est aussi une très bonne série sur le fait de vieillir. Parce que, en fait, Jeff Bridges, il est plus tout jeune. Et en fait, c'est une série qui montre aussi que, ok, tu peux être un personnage vraiment un peu cliché du sauveur américain, hyper avec la mâchoire carrée, hyper courageux, qui sauve la veuve et l'orphelin. Et en même temps, des fois, t'as juste envie qu'on te foute la paix et de cuisiner des poivrons avec la femme que t'as kidnappée. Voilà, c'est assez beau comme postulat. Je crois qu'elle allait dire la femme que t'aimes, non? Oui, c'est je me suis dit aussi là. Il y a un peu des deux, c'est ambigu. Écoutez, je ne juge pas les relations des gens. Et puis les deux chiens, c'est les meilleurs personnages. Et c'est des chiens qui se battent très bien. Du coup, t'as un peu mal pour eux. Parce que à des moments, ils passent à travers des vitres quand même. Oui. Ils ont pas des petits chapeaux et tout, c'est dommage. Mais ça fait un peu les deux chiens dans Magnum, mais en mieux. Ah oui. Ah. Pas mal. Voilà, donc vraiment, regardez-la si vous aimez vraiment série d'action assez haletante. Bon, certes, il faut avoir du temps, mais ça vaut le coup. Oui, il faut du temps. Donc après c'est 7 épisodes donc Il y a une C'était saison que 2 7 qui est heures. commandée déjà. ça fait que 7 heures. Mais j'ai pas le temps.
Non, mais je dis ça en pensant à ceux qui se plaignaient que The Irishman de Scorsese sur Netflix a duré 4 heures. Mais qui binge des 8 heures. Oui, mais tu vois, une série, tu peux faire des pauses entre 2 épisodes. Tu vois, moi, je les binge pas. Je regarde un épisode par-ci par-là. Que rester assis, le cul dans le cinéma pendant 4 heures, j'avoue que flemme, quoi. En fait, de toute façon, c'est le même problème qu'on a toujours avec. Il y en a qui font des films de 4-5 heures. Et tu te dis, t'aurais pas mieux fait de faire une série, finalement. Et puis t'en as d'autres qui font des séries avec des épisodes de 2 heures. Des épisodes de 2 heures, tu dis, c'est juste que t'avais pas le budget ou le producteur pour pouvoir faire des films au cinéma, quoi. Il y a toujours cette balance un peu bizarre. Bref, il y a d'autres séries. Il y a par exemple les web-séries. Et hop, transition vers beau. Quentin. Wow. Voilà, d'une série qui n'est pas récente et pourtant on n'en a pas vraiment parlé. On n'en a pas vraiment parlé dans le podcast. Et Siri qui se réveille. Ah, couche-toi. J'ai trouvé quelques séries. De rien. Ok, Siri. Oui, donc moi je voulais vous parler du Visiteur du futur. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une petite actu très parisienne, très locale, très fandom, mais c'est pas grave parce que je suis dans la cible, donc ça me tient à cœur. Qui était les 1 an de la sortie du film Visiteur du futur, qui a eu donc lieu, si je ne suis m'écouter, c'était hier, mais donc voilà, dimanche 24, où l'équipe a fait un commentaire live dans le cinéma, un commentaire audio en fait, donc le film qui était projeté, le son baissé, et eux qui racontaient juste n'importe quoi avec Enya Barou qui est la jeune héroïne, qui était en gueule de bois, c'était hilarant vraiment, c'était très 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 bien. Est-ce qu'ils ont dit chips ? Pardon ? Est-ce qu'ils ont dit chips ? Ils n'ont pas dit chips. Ah. Mais donc voilà, donc c'était une très bonne occasion de le revoir et encore une meilleure occasion pour moi de reparler de ce type de création française qui est à la fois une comédie sans Philippe Lachaud ou la team habituelle, avec du bon humour, un film de science-fiction ou une série de science-fiction, ce qui n'est quand même vraiment pas tous les jours. Alors une comédie de science-fiction drôle, c'est encore mieux et c'est encore plus rare. Donc voilà, moi j'aime en parler pour dire qu'on fait des choses bien des fois quand même. Ça arrive. Et encore mieux quand ça vient d'une équipe de passionnés, que ça vient du web, et que les gars ont commencé quand ils avaient 20 ans en BTS audiovisuel, qu'ils ont tourné ça entre potes et entre frères, et que finalement de saison en saison, ça a créé tout un univers, et que ça a fini en produit par la télé sur France Télévisions, et puis après 4 ans de travail acharné au cinéma. Voilà. Donc je vous recommande très 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 chaudement cette série, qui s'appelle Le Visiteur du futur parce que c'est un peu les visiteurs, un peu Retour vers le futur, et totalement n'importe quoi, et vraiment très très drôle. Où dès le premier épisode, en fait, un personnage venu du futur débarque dans un parc pour dire à un mec qui vient de jeter sa canette, qui est sur le point de jeter sa canette à la poubelle, surtout ne fais pas ça. Pourquoi ? Parce que si tu fais, voilà ce qui va se passer, et ça devient un gimmick où dans chaque épisode de la saison 1, tout du moins, ce personnage du futur revient pour persécuter ce pauvre gars qui est au chômage et qui traîne dans un square avec ses potes à juste raconter de la merde pour lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça avec ton mégot, avec ta canette, avec... Se tisse en fait, se tricote une intrigue déjà avec un fond écologique, puisque le mégot, la canette, etc., c'est dégrader la planète, c'est l'avenir, etc. Plus, comme je vous l'ai dit, plein de n'importe quoi, donc en fait les conséquences sont totalement disproportionnées, puis ça mène en fait de saison en saison, en fait ça se tricote et ça rajoute des couches au gâteau. Arrive la brigade temporelle en fait qui poursuit ce mec-là pour l'empêcher de changer le cours du temps. Et voilà, et se créent donc des liens entre ce pauvre type qu'on persécute, qui finit par être emmené dans le futur et à pas pouvoir revenir. Voilà. Et donc c'est tout un univers qui commence finalement dans un square à Paris, qui évolue et qui emmène jusqu'à Néo-Versailles dans les saisons vers la fin. La saison 4. Ouais, dans la saison 4, et qui dans le film devient carrément un mélange entre Hook, Mad Max,
une vraie comédie française, de l'absurde anglais. En même temps, il y a Arnaud Ducré, donc forcément. Eh ben, je ne peux pas supporter ce mec. écoute, en tout cas dans le film, il est très bien. Oui. Voilà. Et que dire, ouais, voilà. Moi, je ne connaissais pas du tout la série. Je suis la génération pré-YouTube plutôt. Donc, je n'ai pas du tout suivi cette éclosion des web-séries. Toute cette petite équipe, elle a une bonne dizaine d'années de moins que moi. Donc, voilà, moi, je suis passé totalement à côté. Mais quand j'ai vu le film, du coup, j'ai été voir la web-série. Et vraiment, c'est excellent. Donc voilà, découvrez-la. Pour le coup, ça dure pas 1 heure. Les épisodes du début, en tout cas, c'est maxi 4 minutes. Bon, après de saison en saison, évidemment. On est plus sur du quart d'heure. On est plus sur du quart d'heure. Et puis voilà. Puis les effets spéciaux, il faut quand même préciser le nom de cette équipe. Donc, enfin, en tout cas, à la réalisation, c'est François Descraques qui, donc, lui, était audiovisuel, maîtrise très bien les effets spéciaux, et donc c'est lui qui faisait tous les effets spéciaux sur After Effects, tout connement, chez lui. Ce qui amène à une science de l'économie de moyens et de faire un maximum avec un minimum. Et ça se voit à l'écran, d'ailleurs, dans le long-métrage. Mais même sur petit écran, on a quand même vraiment un univers visuel très très riche. Mais toujours avec cette sincérité de passionné de science-fiction et de comédie et de non-sens. Comme je trouve qu'il y a un côté très 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 britannique là-dedans, très Doctor Who en fait. On va pas se mentir. Ça fait partie des inspirations. Ça fait partie des grosses influences et ça se voit et c'est ça qu'on aime. Et voilà. Donc regardez, c'est juste trop bien et puis c'est gratuit chez vous. C'est sur YouTube. Et il y a des coffres. DVD si vous les voulez. Il y a les DVD, mais sinon vous pouvez regarder sur YouTube de façon totalement légale sur la chaîne Le Visiteur du Futur. Voilà. Et donc le film. Et effectivement, ouais, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé quand c'était sous le nom de French Nerd. Voilà, parce que ça fait partie des séries qui ont découlé de tout l'univers. De la chaîne Game One à l'époque, et puis No Life par la suite, tout ce petit microcosme-là. Et bon, moi j'avais aussi beaucoup aimé, j'ai jamais su dire non, qui malheureusement a donné la théorie des balls par la suite, et où j'avais eu la chance d'interviewer Slimane Beroun, c'est ça ? Ouais. Qui est aussi dans le Visiteur du Futur, qui lui était derrière... Slimane, oui, Slim, c'est Docteur Castafold. Voilà, Castafold, voilà. Je ne retrouvais plus sur le nom. Donc voilà, il y a de quoi regarder, effectivement, je ne peux que vous conseiller. Et puis après, si jamais vous en avez jamais assez, il y a des mangas, il y a un roman, et il y a des BD. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais en bon boulimique d'univers, quand ils pouvaient pas tourner, ils ont étendu leur univers par tous les médiums possibles, dont des BD, dont des romans, dont tout ce qu'ils pouvaient. Donc, voilà, effectivement. C'est vraiment bien. Ok, très très bien. Alors justement tout ça pour me ramener vers un petit état des lieux de mon côté, où je me suis rendu compte à force de... Pas que, mais en force de regarder des pilotes qui datent de 10, 15, 20 ans, d'aller rechercher dans les anciennes séries, de regarder des trucs un peu plus de network, je me suis rendu compte que je faisais un espèce de rejet de certaines séries qui avaient le côté un peu trop digital, poussé, et ça manquait de l'image, la photographie manquait de chaleur, tout était très étalonné, tout était très... standardisé, l'impression parfois de regarder en fait pas une série, mais de regarder en fait un film absolument lambda. Il y a eu pour moi en tout cas depuis quelque temps dans pas mal de séries, surtout sur les streamings, une perte de chaleur dans l'image, et au point où j'en ai fait un rejet, genre en fait, non, j'arrive plus à me concentrer sur l'histoire. C'est trop lisse, c'est trop propre. Il y a un truc qui va pas. Ça
ça colle pas. Et puis bon, parfois même l'histoire, elle est absolument naze et on a tout mis dans l'image et plus rien dans l'histoire. Ça, c'est un autre souci. J'en suis venu au point où même j'en ai fait tellement un rejet que dès que je vois un truc, une copie VHS, je suis heureux. Hein, c'est dégueulasse. Il y a des bandes partout, le son il saute, c'est baveux, mais je me dis putain, il y a un truc. Et en fait, au début, j'arrivais pas à m'expliquer. Il y a un charme. J'arrivais pas à m'expliquer du tout. Et en fait, je me dis, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de productions qui sont trop lisses. Et j'essaie de retrouver, en fait, ce côté un peu cocon, chaleureux que peut avoir parfois l'image. Ça peut l'avoir aussi au cinéma, hein, mais peut-être du côté non digital où j'en fais un peu un rejet. Et j'ai l'impression d'être peut-être un peu le seul, je l'avoue. Mais je sais pas si vous avez déjà eu ça, le côté où l'image paraît trop propre, trop lisse, trop parfaite. Il y a plus d'aspérité, il y a plus rien derrière et en fait on a juste une belle coquille avec du vide et aucun sentiment, une sensation derrière. Ouais, en fait, Oui. ça me saute pas autant aux yeux. Après, c'est peut-être parce qu'on regarde pas trop le même genre de série. Moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, c'est une course à la qualité d'image parce que faut que les gens en aient pour leur argent et si c'est pas en 4K, ça va pas. Du coup, on perd plutôt ce grain d'image. Mais en fait, je sais pas, ça dépend, ça dépend des séries. Quand je vois, par exemple, des séries, des originales Netflix ou tout ça, où vraiment tu sais que ça a été fait parce qu'il faut faire du contenu et t'as l'impression de regarder une vidéo YouTube. Voilà, faut faire de la quantité et pas de la qualité. Après, du coup, je m'arrête pas dessus, donc je saurais pas dire. Mais j'ai plus l'impression que ouais, c'est une course à la qualité d'image et qu'on va plus s'affairer à impressionner par des effets spéciaux ou des trucs comme ça que vraiment de travailler sur la mise en scène ou des choses vraiment plus techniques, Mais un peu un matérielles, quoi. côté standardisation aussi, en fait, j'ai l'impression parce que tu vois, dans la qualité d'image, on parlait il y a quelques temps de One Piece, la version live, où là, il y avait aussi ce côté, on essayait d'avoir du HD, des machins, des trucs qui pètent des couleurs, mais il y avait quand même par moment une espèce de grain que certains n'ont plus dans les grosses séries. Déjà, ça peut s'expliquer. Bon, enfin, ça s'explique, c'est 100% sûr par les caméras digitales Oui. et non plus argentiques. Enfin, il n'y a plus de bobines. Donc, Puis voilà, le budget, hein. évidemment. Euh, Après, ça s'explique déjà le côté trop parfait. Je vois un peu ce que tu veux dire, qui me rappelle moi ma sensation quand les nouveaux écrans HD sont arrivés avec le frame rate qui avait augmenté. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le taux de rafraîchissement d'image. Notre œil voit 24 images secondes et les écrans dernière génération, ça date commence à avoir 10 ans maintenant, mais qui passent plus d'images que ça et donc ça donne un effet caméscope. C'est-à-dire qu'après quand tu vois les écrans Ultra HD avec des Blu-ray avec 4K qui sont avec ce nombre d'images par seconde, t'as l'impression que, mais ça peut être n'importe quel film de cinéma, t'as l'impression que c'est tourné au caméscope, tellement c'est très très lisse. Et des fois que tu loupes des images en fait, tellement ça va vite. Il n'y a plus du tout ce grain, cette profondeur, cette chaleur de l'image cinéma. Et ça se rapproche sans doute de ce que tu évoques. Là, c'est la même problématique du digital omniprésent. Après, moi, ce qui va me déranger plus sur les séries, ça me choque pas trop. Mais par contre, ce qui me fatigue pour de vrai, et même sur The Continental, là, que je regardais parce que toutes les séries, aucune série n'y échappe, c'est les filtres, c'est la désaturation, la direction photo, la direction. Ça fait partie de ce qui me choque aussi. C'est épuisant. Tout est sombre. Alors, soit c'est sombre, soit c'est désaturé, soit c'est désaturé et sombre. Et le pire, c'est quand c'est désaturé, sombre, et que tu as un filtre, de préférence vert ou bleu. Enfin, c'est au Mexique. C'est tout. Voilà, sauf si au Mexique, c'est le filtre Calandron. Voilà. Pour moi, c'est de la direction photographique clairement instagrammable. C'est fait, c'est pensé pour cette génération, pour ce genre de consommation-là, rapide, et que l'œil, tellement habitué à son téléphone, à ce type d'image,
soit sous-saturé, soit sursaturé, soit sous-exposé. Alors, sur le chat, il y a David Rampillon qui dit parfois c'est sombre et désaturé et Disney le retire de son catalogue. C'était quelle série ça? Oh là là. J'ai pas la ref, je suis désolé. Willow. Ah, Willow? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était sombre et désaturé? Ouais, oui. Oui. Et moi, je l'ai pas regardé Willow, Et mais du coup, je vois les images. Personne ne C'était voyait rien. très sombre. D'accord. C'était très sombre. Mais c'est vrai que Comme des séries Daredevil, qui sont tu très vois. très sombres. Je vois rien. Ah oui, d'accord, ok. Oui, Oui, voilà. mais Il y a c'est- il y a des séries où globalement tu voyais ton reflet dedans. Alors tu dis, après, quoi. ça dépasse le monde des séries. Je veux dire, les Batman, Ouais. on en parlait, on est sur Batman, on est l'épisode Batman. Plus ça va, c'est-à-dire que la photographie dans ceux de Tim Burton, c'est incroyable, c'est du gothique, c'est du bleu nuit. Tu passes chez Nolan, commence à faire très très sombre quand même. Et alors le dernier avec Pattinson. C'est du no light. Et Pattinson, tu ne vois rien. Le prochain, il est tourné entièrement dans le noir. C'est une image noire avec les sous-titres. C'est un podcast en fait le prochain. Il y a pas Et il y a de d'image. l'audio description. Ouais, c'est un podcast. Et Mais à côté de ça, si vous regardez une série comme On a bien Kevin ma Can blague Fuck Christopher Himself, Nolan. Kevin Can Fuck Himself, pour Ouais. le coup, c'est la série qui sait retourner les clichés pour donner du sens. Bah, Pour- ouais, parce que bon, globalement, on pourrait aussi dire, voilà, dans le genre que j'aime particulièrement, qui est donc la comédie et la sitcom. Là, par contre, on est du côté où c'est très, 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 très éclairé. Parfois trop, parce que c'est comme ça, c'est le côté studio, machin, tout ça. Même si, en fait, globalement, j'y retrouve de la chaleur que je trouve pas dans certaines autres séries. Et certaines comédies aussi tombent un peu dans ce cas-là. Mais il y avait un équilibre, une direction photo, en fait. Mmh. Et j'ai l'impression que maintenant, la direction photo, c'est tu mets les presets sombres et c'est bon, on passe à autre chose, quoi. ouais, il n'est pas Et ça impossible me gêne de plus en plus. il n'est pas impossible, même très très probable que chaque plateforme ait ses presets par genre pour que ça rentre 100% dans des cases et très très vite identifiable par le public de la même manière que les petites vignettes miniatures doivent être identifiables, doivent te faire. Faut pas que tu sois perturbé quand t'es en train de binger, en fait. Voilà, c'est ça. Faut que ça aille vite. Faut que on sache qu'est-ce que je vais regarder. Ça ressemble à ça. C'est telle couleur, c'est tel type d'image. Je sais que je vais regarder ça. C'est du choix marketing, hein, tout simplement aussi. Ouais, oui, c'est ça. C'est sans doute un choix marketing, mais j'avoue que je pense que j'ai une fatigue en fait de ça. Et que j'ai pas, comme je disais, il y a des séries récentes où t'as une belle direction photo, t'as une belle colorimétrie, genre Only Murders in the Building. Ah ouais. L'image, elle est magnifique. Oui. Les couleurs sont magnifiques, les lumières sont magnifiques. Mrs. Maisel, c'était aussi magnifique dans tout ça. Et pourtant, on est sur des plateformes qui ont qui ont aussi peut-être leur filtre, mais j'ai l'impression que il y a parfois des facilités du côté de certaines productions qui font que on les enlève. Ted Lasso avait un côté où l'image était belle, mais malgré tout, elle n'avait pas cherché à ajouter des filtres dans tous les sens parce que ça ne s'y prêtait pas. Ouais, tu vois, tu parles de Only Murders in the Building ou Mrs. Maisel. Clairement, on est sur du high production value. Tu vois, je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un directeur photo sur le plateau. Ouais, mais le budget est peut-être moins fort qu'un, par exemple, le dernier Seigneur des Anneaux, etc. Oui, mais la machin. cible est absolument pas la même. Ouais, mais c'est pourquoi on Parce ne que- pourrait pas avoir justement dans le budget quelqu'un qui s'occupe bien Bah, de en la fait, photo. c'est une question de priorité, en fait. C'est pour ça que je te parle de marketing, c'est que ta cible Ouais. de Mrs. Maisel ou Only Murders in the Building, elle va être plus cinéphile, plus avec un œil plus aiguisé, plus exigeante sur ces choses-là. Ça va être plus ça sa priorité, donc on va mettre l'argent sur ça. Alors que Ouais, ça dans tes explique beaucoup de Marvel, choses. dans tes Seigneurs des Anneaux, etc., ça va être une cible beaucoup plus Fat Boy. geek, voilà, beaucoup plus fratboy, qui va vouloir fanboyer sur sa série et qui s'en fout
complètement de la qualité de la photo. Et elle veut voir Gandalf et Legolas, voilà. ou du super-héros. Oui, mais quand il sort de la salle, il est Legolas. Voilà. Tu vois, quand tu parles de Marvel, et je pense à WandaVision qui m'a bien eu dans ses premiers épisodes à me faire croire à la sitcom, et regardez, on a bien compris comment ça marchait, la couleur et la photo du machin, pour te donner un truc absolument dégueulasse à la fin, au niveau de l'écriture et au niveau de l'image, voilà. Alors que justement, tu le disais, Kevin Can Fuck Himself, dont les 2 saisons sont son prime, on a, en tout cas dans la première saison beaucoup plus, ce côté où justement, le côté très lumineux, très coloré, très machin de la sitcom, et le côté l'arrière, là, les 2 visions, on a un truc là où il y a du filtre, mais malgré tout, il y a un grain, on voit que c'est pas facilité. Oui, et je pense que c'est ça, c'est de la fatigue de facilité en fait. Pour le coup, c'est vraiment utilisé. Il paraît même que les fans de Marvel s'en foutent du scénario. Oui, je troll. Oh bah écoute. C'est assez réaliste. Il paraît, c'est quand même assez évident. C'est prouvé. Dans Kevin Can Fuck Himself, c'est au moins, en fait, c'est très codifié, mais parce que ça utilise les codes de la sitcom et du drame pour justement les retourner et servir un propos que y en a beaucoup. Bah, c'est vert parce que c'est vert, c'est bleu parce que c'est un polar. Voilà. Bah, je parlais de The Continental au début. Bon, bah, tu y coupes pas 70s. New York, bon ben on est dans les verts gris. Ouais. Alors que justement, j'ai pas vu The Continental, mais bon voilà, tu me dis vert gris. Minx, qui est dans la même époque, là on est dans le côté coloré, chaleureux, lumineux. C'est jaune. Ouais. Voilà. Après bon, Continental, c'est quoi? C'est à New York, c'est ça? Ouais. Ouais, donc ils ont joué sur le côté, c'est New York, c'est sombre, c'est dégueulasse, c'est des années, c'est New York des 70s, donc c'est cracra, donc on y va, la couleur, enfin la balance colorimétrique, elle est cracra. Voilà. Ouais, donc pour moi c'est ça, t'as sans doute touché le truc, mais en fait globalement j'en suis fatigué de ça. Parce que tout le monde l'utilise, tout le monde a le même filtre partout, sur Avid et sur After Effects, voilà, et allez, c'est bon. Instagram, en fait. Une dizaine d'années d'éducation de l'œil inconscient. T'as des filtres automatiques où t'as juste à appuyer sur un truc pour que ton image soit agencée différemment. Et du coup, il me faut plutôt du bleu surexposé, il me faut plutôt du orange sous-exposé, et ça donnera des trucs. Voilà. Et puis ça devient les nouveaux canons de direction photo. Mais voilà, en tout cas, je pense que dernièrement, moi, je recherche et je prône le côté imperfection, ou en tout cas vrai œil et vraie recherche de la photo, et j'en ai marre de toutes ces séries qui se ressemblent, autant dans la photo que le scénario, et je m'ennuie, mais je m'ennuie énormément. Donc c'est pour ça que ça devient compliqué, et là j'étais content justement. Bon, c'est peut-être pas le cadre non plus, le maître étalon de tout ça, mais Killer Coaster, il y a un truc, il y a une recherche de la couleur, il y a une recherche même parfois si on va utiliser des filtres un peu bleu rose dans certains moments, etc. Le côté lumineux des fêtes foraines. Il y a des moments où c'est juste très très lisse, très très simple, mais il y a on sent que ça a été réfléchi. C'est ça qu'ils voulaient faire, pas juste on va faire à la facilité parce que tout le monde, c'est une série sombre, donc il faut que ça soit sombre. Et si vous voulez faire un exercice de style passionnant et assez rapide, je vous conseille de regarder un film de Spielberg près de Schindler, où son directeur de la photo était Douglas Slocombe, et post-Schindler, où c'est devenu... Zut, je me suis lancé sans connaître la fin. Il a un nom beaucoup trop compliqué. Ça nous arrive tout le temps. Ça. Janusz Seminski. Merci. Oh, encore un ski. Ouais. Pushinski, Seminski, Randomski. Voilà. Et il suffit de regarder donc Jurassic Park, et Le Monde Perdu, qui sont éclairés en fait de manière totalement différente, ou les Indiana Jones, grande trilogie, donc grande époque, et le Royaume du Crâne de Cristal, juste pour l'éclairage, je parle pas des films, Ouais. pour voir la différence
l'importance que va avoir un directeur de la photo dans la sensation qu'on a devant un film. Janusz Kaminski, il est clair en fait, il sculpte les volumes et les visages avec de la lumière. Je sais pas si vous vous rappelez de Munich ou de voilà, c'est ou Lincoln même, hein, c'est ou même intelligence artificielle, c'est le plus parlant. On est vraiment à contre-jour, surexposé. Alors que la première partie de sa carrière, c'est Douglas Slocum, donc c'est du Laurence d'Arabie, c'est des couchers de soleil, c'est des couleurs très chaudes dans sa filmo au début et beaucoup plus froides après. Totalement éclairé différemment, et ça vous montre très rapidement, comme exercice de style, c'est assez intéressant de voir la différence de sensation qu'on a juste en changeant de chef-op. Est-ce que c'est juste le chef-op ou aussi le fait qu'on a changé de technologie dans le... Non, c'est vraiment l'éclairage. Hein. C'est vraiment l'éclairage. Ouais. Ouais. Oui, on est capable, je pense, de toute façon, avec du digital, de faire pareil. Oui, parce qu'en plus de mémoire sur intelligence artificielle, t'as un grain quand même. Hein. Ouais. Sur beaucoup de parties. Okay. Et alors, oui, on en a oublié un en ski, il y avait Servietsky. Il y avait qui? Bon, ça c'est pour les... Servietsky. Pour ceux qui sont fans de South Park. Ah ouais, non. Servietsky, c'est la serviette qui fume. on se fait un pétard. Voilà. Très bien. Il y a aussi chacun ses références, merci David. Les bronzés fondus, mais il est moins populaire. Les bronzés fondus. C'est un nom un peu long, quoi. Les bronzés fondus, toi c'est... J'imagine un mec qui est resté tellement longtemps au soleil qu'il a juste fondu. Bah, ça arrive à Megève ou à La Plagne, ça arrive. Dans ce cas-là, les bronzés fondus, ski. Voilà, en tout cas, c'était mon petit billet d'humeur. Comme ça, voilà, on essaie de changer un peu aussi la formule, vous dire qu'on peut aussi faire des recos, des non-recos, ou parfois juste dire, tiens, j'ai envie de parler d'un truc qui me tient à cœur, parce que ça fait quand même, là, quand même plusieurs semaines, voire mois, que je me suis rendu compte de ça. Il en a gros. Et ça suffit. Et ça suffit. Je veux des trucs sympas à regarder, mais que ce soit dans le fond, dans la forme. Donc regardez Only Murders in the Building, c'est vraiment très bien. Oui. Tout ça pour ça. Non, mais pas tout ça pour ça. Parce que je pourrais te dire aussi que voilà, j'aurais pu continuer à citer Virgin River, qui est très network dans son truc, mais il y a quand même une chaleur. Je peux aussi Legends of Tomorrow, qui est aussi ce côté-là. Toi, il y a le côté où on sent que il n'y a pas beaucoup de budget, mais ils font quand même bien les choses, quoi. Alors que parfois, t'as juste beaucoup de budget et ils te mettent un gros filtre dessus, donc tu vois pas où est le budget. Ah, mais des fois, d'avoir des contraintes, ça aide aussi à avoir des trucs vachement mieux, en fait. Parce que quand t'as carte blanche et un budget illimité... Des fois, ça donne Batman 92 et des fois, pas. Et parfois, ça donne notre podcast depuis 9 saisons. Oh, mais nous, on n'a pas besoin d'éclairage, on s'en fout. Surtout, on n'a pas de budget. Il n'y a pas de maquilleur, donc j'ai l'impression que depuis le début, j'ai mon œil au beurre noir, mais en fait, non, c'est pas... Ah, c'est la bagarre. La bagarre à la sortie. C'est la bagarre. Bon, merci à vous deux pour cet épisode. Donc voilà, on rappelle aussi les recommandations. Donc il y a The Old Man du côté justement donc de Elodie, et on avait du côté de Quentin Visiteur du futur, la série, enfin la web série qu'on peut retrouver sur YouTube, et aussi le film tant qu'à faire, hein, tout ce que vous voulez autour. Et bon voilà, tu as commencé The Continental. Et moi, j'ai bien entamé Killer Coaster sur Amazon Prime. Les deux étaient sur Amazon Prime aussi. Donc voilà, de quoi regarder. Et puis demain, donc là on est le 25, demain le 26, sur Netflix, Batman, la série animée, débarque en intégrale. Et là, c'est très très bien. On aura de la belle chaleur. Et des beaux décors. C'est très chaud quand même, Batman. Mine de rien, il y a le côté un peu, voilà, comme je disais, art déco, avec le côté très jaune, doré, tout ça. Il y a une chaleur derrière pour le côté sombre, à part pour notre Harvey. Bien entendu, il est un peu moins chaud. ça Bref, dépend. Le mot de la fin, Elodie. Bouh. Bouh. T'essaies de me faire un clic attaque. Oui, David, la série animée de 92 demain sur Netflix. Donc, Quentin. Bon, attends, je vais rebondir sur ce qu'a dit Elodie. Bouh, moi je dirais Bees. Ah, Bees, bah oui. Eh ben, Bees. C'est des abeilles qui font peur. Oui, bien sûr. C'est des Bees.
Et ben qui? Bobiski. Boubiski. Non, c'est Jrevka. Rappelle-toi de si tu as vu Austin Powers. De quoi, lequel? Elle s'appelle Jrevka Tumbezaski. Ah ouais, mais alors, je l'ai regardé que en VO, je suis désolé, je suis un puriste. Oh là là là, les puristes. En tout cas, bonne fin de semaine, enfin début de semaine plutôt, voilà, si vous l'écoutez dès le départ, bonne série, bon tout ce que vous voulez, et surtout, Bonne journée. c'est Bon Joviski. Whisky. Ah ouais, Juste à j'aime doigt. bien. Vous voulez pas un whisky d'abord?